Alors, écoutez, on se retrouve ce matin pour notre atelier du mois, qui est, comme d'habitude, organisé dans le cadre de notre communauté des certificateurs OC Connect. Donc, c'est une communauté qui est portée par Digiforma Certif et au travers de laquelle on a le plaisir de collaborer avec plusieurs partenaires, dont Anne-Lise, qui nous anime régulièrement des ateliers, donc vous l'avez certainement croisé plusieurs fois. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la communication des organismes de formation. Gros sujet, encore plus remis sur le devant de la scène depuis une petite année pour les certificateurs. Je vais laisser la main à Lise, mais avant ça, je voulais vous rappeler, au cas où certains nous rejoignent pour la première fois, on apprécie particulièrement tout ce qui est retour d'expérience, vos questions, vos bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de cet atelier à intervenir, que ce soit dans le fil de discussion ou en levant la main. Vous avez le petit icône en bas de l'écran, un peu au milieu à droite. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir avec nous, ce sera avec grand plaisir. Et bien évidemment, vous aurez le support et le replay disponibles dans la journée. Et Annelise, je te laisse te présenter. Donc, Anne-Lise Martinan, j'accompagne les organismes de formation dans toutes leurs démarches de certification, Calliope et dépôt de certification ORS RNCP de France Compétences. Voilà, et c'est donc dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui sur la communication des organismes de formation. Alors, on verra aussi l'aspect certification, hein, pas que formation pure. Et comme l'a dit Léa, ce n'est pas un monologue, donc si vous avez des questions, retour d'expérience ou que vous voulez intervenir, à tout moment, vous n'hésitez pas. Donc, pourquoi le sujet de la communication est devenu stratégique? Clairement, notamment depuis le décret du 6 juin 2025, France Compétences a durci les contrôles relatifs à la communication, entre autres, vis-à-vis de la certification. Donc, il va falloir surtout bien distinguer formation, certification, CPF, diplôme. Chaque terme a un sens. Et aujourd'hui, avec la multiplication des contrôles, que ce soit dans le cadre de la certification Calliope, dans le cadre du CPF avec les contrôles menés par EDOF, dans le cadre de France Compétences, dans le cadre des contrôles que peuvent induire les OPCO, France Travail, etc., il y a de plus en plus de règles relatives à ce qu'on peut dire et à ce qu'on ne peut pas dire, à comment le dire. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de clarifier un petit peu ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et bien sûr, si voilà, vous avez des retours d'expérience, si vous avez eu des contrôles, etc., n'hésitez pas à nous les partager. L'idée, c'est qu'on puisse tous s'enrichir mutuellement. Donc, on va voir, voilà, bon, après, je vais rebalayer les sujets. On va commencer par les 5 erreurs les plus fréquentes que je constate dans les cas que j'accompagne. La première erreur, c'est de confondre formation et certification. Bon, aujourd'hui, vous êtes surtout des certificateurs, donc j'espère que vous ne faites plus cette erreur-là. Mais c'est vrai que lorsqu'on a notamment des partenaires, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Ce n'est pas la formation qui est reconnue par l'État, c'est bien la certification qui est reconnue par France Compétences. On peut dire la certification est reconnue par l'État, oui, France Compétences et le ministère du Travail, donc ça passe. Mais la formation, bien sûr, elle n'a pas subi de reconnaissance particulière. On rappelle que ce qu'on dépose auprès de France Compétences, que ce soit ORS ou RNCP, c'est une certification. Derrière, il y a plusieurs formations qui peuvent être créées qui mènent à l'obtention, au passage de la certification. Et cette formation ne fait pas l'objet d'un contrôle particulier. Même dans le cadre de Calliope, ce n'est pas la formation qui est certifiée, c'est bien l'organisme de formation qui est certifié Calliope pour sa capacité à organiser, structurer les parcours de formation. Donc attention à cette phrase, elle est vraiment pas vraie pour le coup. Donc il ne faut surtout pas qu'on puisse la retrouver dans vos supports de communication. Erreur numéro 2, confondre RNCP-RS et diplôme. Obtenez un diplôme reconnu par l'État grâce à notre certification. Aïe, aïe, aïe. En France, diplôme, ça a un sens. C'est notamment les titres professionnels qui sont détenus par l'État. Donc, vous ne disposez pas d'un diplôme parce que vous avez réussi à enregistrer une certification au RNCP de France Compétences. Donc, vous n'avez pas le droit de dire, d'utiliser le mot diplôme, même pour le parchemin que vous remettez à la fin. Des fois, je vois certains qui l'appellent encore diplôme. Non, ce n'est pas un diplôme, c'est un parchemin. Ça va, ou une attestation de certification, si vous voulez. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ça n'est pas un diplôme. Donc, attention, en France, le mot diplôme, il a vraiment un sens. Donc, on ne peut pas l'utiliser à tort.
dans sa communication. Donc, il faut bien dire, obtenez une certification reconnue par l'État. Erreur numéro 3, promettre un résultat. Grâce à cette formation, vous allez trouver un emploi. Attention, vous n'en avez pas la garantie, vous n'en êtes pas sûr. Oui, effectivement, vous pouvez dire que grâce à la formation, X% des personnes que vous avez formées ont trouvé un emploi dans la suite, mais appuyez-vous sur des données chiffrées que vous pouvez justifier. Et attention aux abus de promesses qui peuvent effectivement être contraires au code de la consommation, puisque vous vendez quelque chose, en l'occurrence, qui n'est pas la réalité de ce que... Enfin, vous promettez quelque chose qui n'est pas la réalité de ce que vous vendez. Erreur numéro 4, présenter le CPF comme automatique. Formation 100% financée et gratuite grâce au CPF. Ouh là là. Alors ça, on le voit un peu moins depuis que quand même il y a eu le reste à charge, etc. Avant, c'est vrai qu'on le voyait à foison sur tous les réseaux sociaux. Le CPF, il n'est pas automatique. Le CPF, ça dépend des droits de la personne. Si la personne a 0 sur son CPF, vous avez beau avoir une formation éligible au CPF, ça ne servira à rien. Donc, le CPF, il est conditionné aux droits mobilisables par la personne. Depuis peu, il est plafonné pour les formations ORS, il y a un reste à charge. Et donc, vous avez un devoir d'information des personnes là-dessus. Donc, attention à ne pas survendre le CPF. D'ailleurs, France Compétences n'aime pas du tout ça. Si vous préparez un renouvellement et que vous avez marqué le mot CPF partout sur votre site, ça risque de jouer en votre défaveur. Donc, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie au bon moment en expliquant bien comment ça fonctionne pour informer les utilisateurs de comment mobiliser leurs droits. Et l'erreur numéro 5, c'est de publier des informations incohérentes selon les supports. On peut avoir un intitulé sur une formation, une publication LinkedIn avec encore un autre intitulé, la certification, elle a encore un intitulé différent. Donc, des fois, les objectifs ne sont pas cohérents avec les compétences. Enfin, voilà, faites attention à bien tout harmoniser pour avoir quelque chose de cohérent et que peu importe votre vecteur de diffusion, que ce soit un mail, votre site internet, les réseaux sociaux, gardez quand même une cohérence dans les informations que vous communiquez pour ne pas vous contredire et pour pas, des fois on a envie de présenter les choses d'un point de vue commercial et c'est normal, mais faites attention dans ce cas-là à rediriger vers une page, par exemple du site internet où vous centralisez toutes les informations pour qu'il n'y ait pas d'écart entre vos différentes communications. France Compétences, quand ils vont investiguer, ils ne vont pas investiguer que sur votre site. Ils peuvent investiguer sur vos réseaux sociaux. Si vous avez un compte Instagram, ils peuvent investiguer sur votre compte Instagram. Donc, faites attention à ne pas faire des stories trop aguicheuses en se disant, bah, tiens, une story, c'est éphémère. Si elle est capturée et qu'elle est transmise pour un contrôle, bah, ça jouera en votre défaveur. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions ou je continue? Alors, on n'en a pas eu dans le fil de discussion. Je pense que tu peux continuer. Ok, alors je continue. Alors, on va commencer par étapes sur ce que je peux faire ou je ne peux pas faire selon les différents référentiels, Calliope, CPF, France Compétences. Mais avant, concernant votre offre de formation, donc là, on est vraiment à l'échelle du programme, quelles informations je dois communiquer? Alors, bien sûr, je n'ai pas sorti ça de nulle part. Je suis allée voir l'indicateur 1 et 2 et 3 de Calliope et je vous ai fait un petit condensé. Ce n'est pas moi qui ai décidé ce qu'on devait communiquer. Je rappelle quand même que le programme de formation, il n'y a pas d'obligation à le mettre sur votre site internet. Ça, c'est souvent une idée reçue qu'on voit avec les audits Calliope. Non, vous pouvez avoir un site internet qui est un site vitrine. Tant que vous, comme je dis, vous êtes cohérent dans ce que vous dites et vous n'allez pas mettre des promesses trop aguicheuses pour vendre à tout prix. Vous pouvez avoir un site internet qui est vitrine et communiquer le programme au moment de la contractualisation de la formation. Ce qui est important, c'est que la personne, lorsqu'elle s'engage avec vous, elle ait accès à toutes les informations qu'on va détailler ensemble et qu'elle ne s'engage pas à l'aveugle. Voilà. Donc, les mentions obligatoires à mettre sur toutes vos offres de formation, qu'elles soient certifiantes, pas certifiantes, du moment que vous êtes certifié Calliope, ce sont les prérequis d'accès à la formation, lorsqu'il y en a. Et quand il n'y en a pas, il faut mettre aucun prérequis. Les objectifs pédagogiques qui sont visés, la durée de la formation, les modalités d'accès, c'est-à-dire comment je m'inscris à la formation, les délais d'accès, sous combien de temps je peux démarrer l'action de formation, les tarifs, surtout obligatoires lorsqu'on est en inter-entreprise. Quand on est en intra-entreprise, on a le droit de mettre sur devis, mais il faut le préciser. Les coordonnées de contact, puisque effectivement, si j'ai un programme de formation en PDF, il peut se balader. Donc, si j'ai une question, il faut que je puisse retrouver la personne à qui la poser.
les méthodes pédagogiques mobilisées, les modalités d'évaluation et donc de vérification d'acquisition des objectifs, les modalités d'accès aux personnes en situation de handicap. Bien sûr, on ne vous oblige pas à accueillir tous les styles de handicap. Moi, souvent, je recommande de mettre pour toute situation de handicap, merci de nous contacter pour envisager la faisabilité. Et si on n'est pas en capacité d'accueillir la personne, on la réoriente. Donc ça, c'est ce qu'il faut mettre sur toute offre de formation. Et je rappelle que le programme de formation, il doit être daté. Quand vous êtes certifié Calliope, l'indicateur 2 vous demande également de communiquer des indicateurs de résultats. Donc là, vous avez le choix. Vous devez en communiquer au moins deux, que ce soit taux de satisfaction, taux de réussite, taux de réalisation, taux de recommandation. Enfin, vous choisissez les indicateurs que vous communiquez. Par contre, vous devez pouvoir les prouver et vous les contextualiser un peu. C'est-à-dire, si ça se rapporte à quelle année. Bon, vous n'êtes pas obligé de préciser le nombre de stagiaires, mais voilà, essayez quand même de les contextualiser dans le temps pour une information plus fiable. Si la formation, cette fois-ci, elle prépare à une certification RS ou RNCP, donc pour les deux, il faut ajouter le libellé exact de la certification, le code RS ou RNCP, le nom de l'organisme certificateur et la date d'enregistrement de la certification, que vous soyez le certificateur ou pas. Et pour les formations qui préparent à une certification RNCP, on ajoute le taux d'obtention de la certification, la possibilité de valider la certification par bloc de compétences, l'équivalence éventuelle avec d'autres certifications, donc à l'échelle du bloc ou à l'échelle de la certification dans son ensemble, les passerelles possibles, les suites de parcours et les débouchés professionnels identifiés. Vous retrouvez ces informations normalement sur la page France Compétences. Alors souvent on dit voir page France Compétences. Je pense qu'il faut être un peu plus précis plutôt que de juste balancer le lien de la page en disant c'est OK. En cas d'audit, on vous demande quand même de communiquer, d'informer les personnes sur ces modalités-là. Est-ce qu'il y a des questions, des retours d'expérience? Quelqu'un qui veut intervenir? N'hésitez pas, surtout si vous avez des choses à nous dire, nous partager sur ce que vous faites de votre côté. Alors, je continue. Donc, maintenant, on va voir par rapport au logo Calliope, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Après, on verra le logo mon compte formation et le logo France Compétences. Donc, le logo Calliope, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, qu'une fois que vous êtes certifié. Hein. Si vous êtes en train de passer la certification Calliope, vous ne le mettez pas par avance. Il faut vraiment être certifié. Vous pouvez l'afficher sur votre site internet, vos réseaux sociaux, vos plaquettes ou en signature de mail. Vous ne pouvez pas le mettre sur tout document relatif à une action de formation en particulier, le programme ou un document administratif où il n'y a rien à y faire. L'idée, c'est surtout que quand vous le mettez, il n'y ait pas de confusion possible sur le fait que c'est bien l'organisme qui est certifié Calliope, l'organisation, et non une formation en particulier. Il n'y a pas de validation d'une formation par l'État, comme je disais précédemment. Vous pourrez aussi valoriser le logo dans votre la certification dans votre communication, le fait de marquer et certifié Calliope sans utiliser le logo. Pour le coup, ça, vous pouvez le mettre où vous voulez. Ce qui est protégé par une charte graphique, c'est bien l'utilisation du logo. Vous devez toujours le mettre aussi en présence de votre périmètre de certification. Donc, souvent, le certificateur, il vous l'envoie avec le périmètre en dessous et certifié pour les actions de formation continue, les bilans de compétences, VAE ou CFA. Et donc, vous devez utiliser le logo avec la mention du périmètre de la certification, puisqu'on n'est pas certifié Calliope sur tous les périmètres forcément. Donc, il faut bien préciser sur quel périmètre vous avez été certifié Calliope. Et n'oubliez pas que votre certificat Calliope doit être affiché sur votre site internet si vous en avez un. Et éventuellement, si vous avez des locaux, au sein de vos locaux. Ce sera un point qui sera vérifié lors de l'audit Calliope. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est bien sûr modifier le logo, que ce soit enlever la petite Marianne, changer les couleurs. Il y a une limite de taille. Hein. Des fois, je vois le logo tout petit, c'est même plus lisible. Donc attention, dans la charte graphique, vous avez bien une taille minimale à respecter. Si votre certificat est suspendu, expiré ou retiré pour X ou Y raison, du style, je ne sais pas, vous avez oublié de faire votre BPF, vous perdez votre MDA, vous perdez tout. Bon, bah attention, dans ce cas-là, si je perds ma certification Calliope, je n'ai plus le droit de l'utiliser. Et vous n'avez pas le droit de dire que Calliope garantit le contenu, les résultats ou la qualité pédagogique d'une formation, puisque ce n'est pas le cas. Je répète, Calliope, ça garantit juste votre organisation et votre capacité à structurer et à piloter vos formations. Des questions sur le logo Calliope? J'ai l'impression que tu es très clair. Bon, bah, très bien. On vous partagera le support, ça vous fera les petites checklists de
pour vérifier tout ça pour ceux qui en ont besoin. Concernant le logo CPF, donc là, en général, c'est celui un peu le Graal, hein, on veut que nos formations soient éligibles au CPF, on a tendance après à le mettre partout. Donc attention, là aussi, il y a une charte graphique qui vous dit ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Alors j'ai mis ce que je peux, dois faire, hein, parce qu'il y a aussi une notion un petit peu imposée, hein, de l'utilisation du logo. Donc vous devez utiliser bien le logo officiel, hein, qui est fourni par EDOF, et uniquement sur les offres qui sont éligibles au CPF. Vous ne commencez pas à le mettre là pour le coup en page d'accueil de votre site internet, puisque ce n'est pas toutes vos formations qui sont éligibles au CPF. C'est bien une action en particulier qui conduit bien à une certification. Donc, il faut bien l'utiliser avec parcimonie aux endroits appropriés. Et donc, après, vous avez le droit de l'utiliser, par contre, même pas que sur votre site, sur un programme de formation, sur vos réseaux sociaux, du moment que c'est attaché à la formation qui est bien éligible au CPF. Vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe où. Vous ne pouvez pas changer les couleurs. Pareil, il y a une taille minimale à respecter, il faut que ça soit lisible. Et vous ne pouvez pas présenter le CPF, comme je le disais tout à l'heure, comme un financement automatique ou garanti. Ça dépend bien des droits de la personne. Donc ça, il faut bien le préciser à chaque fois. Et vous ne pouvez pas, et ça c'est important de le rappeler, associer le logo CPF à des cadeaux, primes, ordinateurs ou avantages commerciaux. Donc attention aussi, quand vous mettez dans vos programmes kit machin offert dans le cadre de la formation. Moi, je suggère plutôt de parler de matériel fourni par le formateur, enfin, ou par l'organisme de formation, mais pas forcément de kit cadeau offert. Voilà, ça, c'est border et vous risquez de vous faire reprendre par rapport à ça. Toujours pas de questions? Je continue, je m'interromprai quand vous me poserez des questions. Alors, le logo France Compétences. Là, on oublie souvent. On oublie qu'il existe un logo pour les certifications RS et pour les certifications RNCP que vous pouvez utiliser, qui est aussi encadré par une charte graphique. Donc là, vous pouvez utiliser le logo officiel pour une certification enregistrée au RNCP ou pour une certification enregistrée au RS, uniquement lorsque vous êtes le certificateur, quand vous parlez bien de la certification, pas de la formation. Donc souvent, les certificateurs, ils ont une page formation, une page certification, mais si vous avez une page formation, distinguez bien le moment où vous parlez après de la certification pour pouvoir l'utiliser. À chaque fois, vous devez respecter, donc je vous ai remis le lien parce que pour le coup, il est moins bien connu que les autres, vers la charte graphique des logos. Donc, si vous avez besoin, comme on vous envoie le support, vous pourrez tout à fait la consulter et qui vous explique comment utiliser ces différents logos, où vous avez le droit de le faire, etc. Donc ça, voilà, n'hésitez pas à la consulter pour encadrer vos pratiques et pas faire n'importe quoi. Je reviens sur mon sujet. Hop. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas, bien sûr, le mettre. Alors, souvent, je le vois des fois sur des pages d'accueil. Donc, pareil, comme pour le logo CPF, on ne met pas sur la page d'accueil en mode je suis référencé France Compétences. Non, c'est une certification qui est enregistrée au RSO, au RNCP France Compétences, comme c'est une formation ou éventuellement plusieurs qui mènent à l'utilisation du CPF. Donc, il faut faire attention à ne pas vouloir le mettre partout. C'est important que chaque logo soit au bon endroit et là où vous avez le droit de le mettre. Alors, quels sont les risques finalement si je fais n'importe quoi? Déjà, si j'ai un audit Calliope, je risque d'avoir une non-conformité. Bon, ça, à la limite, ça se corrige. Par contre, si j'ai une non-conformité lors d'un contrôle France Compétences, ça peut être un peu plus embêtant parce que je peux être amené à perdre, à avoir une certification qui soit suspendue ou retirée. Et là, niveau communication ou recours, France Compétences, c'est loin d'être les meilleurs. Donc, en général, quand c'est fait, c'est compliqué de revenir en arrière. Autant pendant un audit Calliope, vous allez avoir un délai de mise en conformité. Donc, bon, ça peut toujours se corriger. Attention, quand c'est France Compétences, si vous faites n'importe quoi et que vous avez un contrôle, là, les conséquences, elles risquent d'être beaucoup plus embêtantes pour votre organisme. Attention aussi, on en parlera juste après, aux partenaires. Parce que je rappelle, j'ai le droit d'avoir des partenaires. Je reste responsable de leur maîtrise. Donc, j'évoquerai le sujet ensuite. Et il y a aussi un risque juridique. Il y a le code de la consommation qui s'applique. Donc, si vous faites des promesses frauduleuses, etc., vous pouvez avoir des problèmes et des poursuites légales et perdre éventuellement. Donc là, en général, c'est plutôt des sommes d'argent, voire des condamnations pénales, voire une suspension de votre activité. Donc, ça peut être grave. Donc, attention à ne pas faire des promesses trompeuses ou frauduleuses auprès de votre clientèle.
Par rapport au CPF aussi, si vous ne respectez pas les conditions générales d'utilisation du CPF, et je vous invite à les lire, souvent on clique hop, allez, c'est bon, j'ai lu, ok. Oui, sauf que si vous avez un contrôle et qu'au final vous n'êtes pas conforme, vous risquez là aussi d'avoir une suspension de vos offres sur le CPF, une suspension de votre compte CPF et on ne le récupère pas immédiatement. Et vous pouvez aussi avoir un risque d'atteinte à la réputation si après on a l'impression que vous êtes un organisme pas sérieux. Ça impactera même vos offres qui sont ni au CPF ni chez France Compétences, puisque derrière, après, c'est votre image de marque qui peut être impactée. Donc, il y a de vrais risques. C'est pour ça que c'est un vrai sujet. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai perdu personne. Donc, je pense que ça vous intéresse. Donc, voilà, il faut faire attention. Il faut contrôler ces pratiques. Il faut contrôler celles de ses partenaires notamment. Donc, je vais vous faire quelques petites slides pour faire un peu une checklist et vérifier que vous êtes bien conforme. Donc, pour sécuriser les informations relatives à votre certification RS ou RNCP, vérifiez surtout les informations que vous communiquez sur la certification. Est-ce que j'ai le bon intitulé, conformément à ma fiche France Compétences? Est-ce que j'ai le bon code, notamment si j'ai eu un renouvellement? Est-ce que j'ai pensé à actualiser tous mes supports? Est-ce que le nom du certificateur, la date d'enregistrement et la date d'échéance sont bien indiqués? Alors, la date d'échéance, ce n'est pas obligatoire. Moi, je le recommande. Je trouve que ça fait sens. Est-ce que j'ai mis un lien vers la fiche officielle pour faciliter la vérification des informations? Est-ce que tous mes supports de communication disent la même chose? Parce que des fois, je vais être un peu trop commercial, mais du coup, je perds en qualité. Mon webmaster prend des libertés pour améliorer le référencement de mon site et ça perd en qualité. Donc, attention à vérifier qu'il n'y ait pas de perte d'information lors d'une évolution. Est-ce que j'ai bien distingué formation, certification? Il n'y a pas de confusion, tout est clair. Est-ce que les informations que je mets, elles sont vérifiables? Tous les taux, toutes les informations que je mets relatives à des résultats, je peux les prouver. Voilà, donc c'est important que vous puissiez valider tout ça au niveau de l'ensemble de vos supports. Et merci Philippe pour la question, ça va faire la transition avec la slide d'après. Est-ce que France Compétences peut contrôler les partenaires d'un certificateur? Oui, bien sûr. Ça veut dire que France Compétences peut recevoir un signalement qui concerne l'un de vos partenaires. Il va donc, aujourd'hui, ils contrôlent surtout sur signalement. Ils peuvent quand même faire des contrôles simples, mais lors de la dernière rencontre que j'ai eue avec France Compétences, ils ont quand même mentionné qu'ils n'avaient pas aujourd'hui encore d'objectif de volume à contrôler. Le fait qu'ils commencent à en parler, ça veut peut-être dire qu'un jour, ça va arriver. Hein. Attention. Mais pour l'instant, les contrôles sont surtout des contrôles faits sur signalement. Donc, il suffit qu'il y ait eu un signalement relatif à un partenaire, et puis peut-être qu'il a eu un signalement sur une autre certif que la vôtre. Mais en fait, quand il va être contrôlé, on va contrôler toutes les certifications pour lesquelles il est partenaire. Donc, de facto, si le partenaire fait n'importe quoi, c'est la responsabilité du certificateur qui est engagée. Parce que, en fait, quand vous habilitez votre réseau de partenaires, et c'est la transition avec ma slide d'après, vous restez totalement responsable de ce que votre partenaire fait ou ne fait pas. Donc, vous devez absolument garder la maîtrise de votre réseau de partenaires. Donc, attention, si vous multipliez les partenariats et que vous en avez plusieurs dizaines et qu'à la fin, vous ne savez plus ce que les partenaires font, il faut que vous mettiez en place des contrôles pour vérifier régulièrement que votre partenaire utilise le bon intitulé de certif, qu'il a bien mis le code, qu'il vous mentionne en tant que certificateur, qu'il utilise les logos correctement, qu'il a une absence de promesse de réussite ou d'emploi, parce que lui aussi, peut-être qu'il dans sa communication, il veut survendre et tout, mais voilà, s'il raconte n'importe quoi, ça peut se déporter sur vous à la fin, donc attention. Qu'il y ait une cohérence avec tout ce que vous aviez mis dans la fiche France Compétences. Validez aussi que le périmètre de la formation, c'est bien le périmètre de la certification, c'est important. Et puis après, il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Et là, vous pouvez aussi nous faire un retour d'expérience sur comment vous encadrez votre réseau de partenaires. Et d'ailleurs, on a fait un super webinar là-dessus avec Léa, donc si vous voulez aller voir le replay, n'hésitez pas. Vous pouvez réaliser du coup un audit annuel des supports de communication des partenaires et ne le prévenez pas. Allez sur son site à l'improviste, allez sur ses réseaux sociaux, pas que sur le site, les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, comment ils communiquent.
D'ailleurs, si vous avez Instagram, vous vous abonnez au compte de vos partenaires pour que si un jour ils mettent une story, vous puissiez valider que c'est conforme. Prévoyez aussi une validation préalable des supports de communication. Vous pouvez aussi leur mettre à disposition un kit de communication officiel. N'hésitez pas à leur donner un guide, à leur dire ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, parce que souvent, ce n'est pas par malveillance qu'ils font mal, c'est souvent par méconnaissance. Donc, vous avez aussi un devoir d'éducation de vos partenaires sur ce qu'ils peuvent faire ou pas, sur le CPF, sur France Compétences. Tout ce que je vous dis, vous pouvez leur dire pour justement les cadrer. Vous pouvez diffuser des modèles de présentation qui sont harmonisés en imposant un certain cadre à vos partenaires. Et vous pouvez désigner une personne chez vous qui est responsable de vérifier que tout ça, c'est bien respecté. Donc, avant d'embrayer avec toutes vos questions que j'espère très nombreuses, c'est l'heure de ma petite page de pub. Donc, si vous avez besoin d'aide pour déposer, renouveler une certification ou faire un audit 360 pour vérifier que vous êtes conforme sur l'ensemble de ce qu'on a évoqué, n'hésitez pas à me solliciter. Vous avez mon site internet, mon téléphone et mon mail. Et je suis relativement réactive. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous êtes tous pressés d'aller déjeuner. Moi, je serais assez curieuse, si certains veulent nous partager des retours d'expérience, de savoir un petit peu comment vous faites l'audit de la communication de vos partenaires. Parce que, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'occupe de toute la partie commerciale chez Digiformat Assertif. Et donc, forcément, c'est des questions qui reviennent tout le temps dans les rendez-vous que je peux faire. Et alors moi, je peux vous raconter un petit peu comment on fait chez Digiformat Assertif, mais pour ceux qui ont d'autres outils ou qui le font en interne, je serais curieuse s'il y a des retours d'expérience. Oui. Oui, bonjour. Donc oui, je suis Félicie et je travaille à Formative Network. Donc nous, on a un certificateur, Oui. donc avec un large réseau. Et en effet, on a cette problématique puisqu'on a un réseau qui est assez important au niveau de la France et même dans les DROM-TOM. Donc en effet, on a ce sujet de la communication pour essayer de les aligner tous ensemble, mais ils ont tous leur propre vision de la communication. Ils ont aussi des financements qu'ils ont pu débloquer en fait au niveau du marketing, du référencement. Donc parfois, c'est compliqué de les faire changer en cours d'année ou selon les nouvelles exigences. Et on n'a pas forcément d'outils en interne pour vous répondre. Nous, on a une plateforme dans laquelle on leur demande de déposer les supports. Donc, ça va être le site internet, les brochures, et cetera, pour qu'on puisse au moins avoir un endroit où on peut pointer si c'est conforme ou non conforme, et cetera. Mais on n'a pas sinon d'outils, par exemple, de vérification. On se renseignait, est-ce qu'on ne peut pas demander à d'autres outils d'aller lire sur les sites internet pour voir s'il y a des termes qui ne sont pas autorisés, et cetera. Mais pour l'instant, on n'a pas forcément de solution. Et donc, vous faites des audits annuels sur les différents supports qui vous ont transmis? C'est ça. On a nous des référents qui se rendent dans les établissements. Donc là, elles font on va dire une première passe et du coup, sinon c'est moi qui vérifie donc l'ensemble des supports au niveau des audits et puis après ponctuellement au niveau pareil de nos renouvellements. Puis, vu qu'on a d'autres certificateurs partenaires, on vérifie également aussi la communication pour les autres certificateurs partenaires. Mais c'est vrai que plus on duplique, plus il y a il y a des demandes, des exigences, donc ça commence à être un peu plus pointilleux, on va dire. Eh bien, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Nous, Même si ça reste pour l'instant du ponctuel et de la vérification, voilà, de toute façon, dès que vous pouvez faire du contrôle, c'est bien. C'est sûr que c'est toujours pareil, hein, il y a différents niveaux de contrôle, voilà. Mais le simple fait de déjà se poser la question de montrer à France Compétences qu'il y a une vérification qui est en place, ça va être rassurant pour votre renouvellement. Et après, tant qu'il n'y a pas de dérive et qu'ils ne font pas n'importe quoi, tout va bien. Oui, c'est ça. Puis du coup, on peut même on va dire des sanctions où on fait des rappels ou des commissions, on va dire, de surveillance, nous, c'est ce qu'on appelle, on va surveiller un petit peu et mettre un peu sur le banc ceux qui communiquent vraiment frauduleusement. Donc là, oui, c'est mettre en avant une formation qui est du coup avec d'autres noms, plusieurs filières, 10 filières. Enfin, on essaie de repérer, on va dire, les mauvais élèves, mais il y en a de moins en moins. Je pense que les écoles commencent à comprendre qu'il y a un enjeu. Mais c'est vrai que donc on espère pour cette année, vu que les financements ont été mis dans ce sens-là, qu'il y aura un petit peu moins, on va dire, de communication frauduleuse, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, merci, pensez bien dans vos conventions d'habilitation à instruire, enfin à écrire
ce qui se passe en cas de problème, que vous puissiez éventuellement rompre le partenariat si vous avez fait des rappels à l'ordre et qu'ils ne sont pas suivis d'effet, que la communication frauduleuse ou non conforme continue malgré vos rappels. Voilà, il faut que vous précisiez bien dans les conventions d'habilitation des partenaires qu'il y a peut-être un rappel à l'ordre, une mise en demeure, et puis qu'ensuite il y a un retrait de l'habilitation à délivrer la certification. Merci pour ce rappel, tu as bien raison. De notre côté, nous, ce qu'on fait sur l'outil Digiform Assertif, c'est qu'on vous met plusieurs fonctionnalités à disposition. Déjà, vous avez une base documentaire sur laquelle vous pouvez, par exemple, transmettre à tous vos OF les règles à suivre pour la communication, un kit pédagogique un petit peu sur le sujet, des choses comme ça. Donc, ça leur permet de pouvoir y avoir accès quand ils en ont besoin. On fait aussi de la surveillance des documents type brochure ou des choses comme ça. Donc, en fait, vous pouvez tous les centraliser dans l'outil. Donc, chaque OF reçoit une notification depuis la plateforme pour être invité à déposer les différents documents que vous lui demandez. Vous, de votre côté, en tant que certificateur, vous pouvez attester de la conformité des informations qui sont transmises. Et là, on a un autre sujet qui est en bêta-test et qui va vraiment évoluer là, les prochaines semaines, mois, pour encore plus se concrétiser, c'est la surveillance des URL de communication. Donc, que ce soit la page du site internet qui parle de la certification ou alors la page du catalogue EDOF, etc. Aujourd'hui, on les centralise. Donc voilà, il y a toute cette phase de bêta-test, mais pour ceux qui sont intéressés, on pourra creuser le sujet. L'objectif, en fait, c'est que vous receviez automatiquement des notifications si il y a une modification du contenu qui est proposé par l'OF, parce que bon, on fait un audit un instant T, on lui demande de mettre à jour, mais si 3 semaines après il veut tout changer, on ne va pas forcément penser à y retourner. Donc là, l'objectif, c'est que vous puissiez avoir des notifications qui vous le disent, et pour aller plus loin, faire intervenir l'intelligence artificielle pour identifier clairement où sont les erreurs, etc. Voilà un de nos sujets du moment sur l'outil. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des pratiques à partager? Je me permets, j'ai pas le nom qui me revient, mais il existe une bibliothèque en fait d'historique des pages de Google en ligne. Ça permet de contrôler avec une date et l'URL tout simplement les contenus. Ça fait des captures d'écran des pages. Donc c'est un moyen sans IA très facile en fait pour aller comparer les versions. Voilà. Ça, c'est top. On l'a en place aussi sur l'outil. C'était la phase avant d'intégrer l'IA. En fait, on prend des captures d'écran à l'instant T. Et comme ça, c'est plus facile de voir ce qui a bougé parce que sinon, on ne retient pas forcément quand on a beaucoup de partenaires. Mais merci de le rappeler si jamais, Noémie, tu retrouves le site, n'hésite pas à nous partager. Eh bien, écoutez, vous nous dites si vous avez des petites questions sur le sujet. On sera ravis d'approfondir et d'en discuter avec vous. N'hésitez pas de toute façon à les poser si ça vous vient plus tard dans le Slack. Hein. On est relativement très actifs, donc s'il y a quoi que ce soit, on pourra vous solutionner. D'ailleurs, je vous remets le lien du Slack. Merci pour le lien, Sylvain. Voilà, les archives sont là. Je vous remets le lien du Slack. N'hésitez pas à télécharger l'application. Souvent, c'est plus facile d'accès. Donc, vous l'avez sur ordinateur, mobile, etc. Je ne sais pas, toi, Annelise, si tu as l'application. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple que le site internet. Complètement. Avant, j'avais tendance à ne pas avoir les notifications justement sur le site. Donc, j'ai mis sur mon téléphone depuis, ça va beaucoup mieux. Voilà, c'est toujours... je trouve que c'est plus fluide, personnellement. Mais voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous, en tout cas, pour votre participation à cet atelier. Comme dit, on répondra aux questions qui pourront arriver après et on vous partagera le support et replay dans la journée. Et pour ceux qui n'y sont pas encore inscrits, on a un prochain atelier le 1er juillet, si je ne dis pas n'importe quoi, sur la note d'opportunité. Avec Camille, je crois. Exactement. Ça promet d'être riche. Tu seras disponible pour venir aussi, Annelise, ou pas? C'est que c'est un mercredi, donc le mercredi, j'ai mes loulous. Je suis un peu moins dispo. C'est plus compliqué. Plus compliqué.
Bon, bah, écoute, de toute façon, on te retrouvera après. Mais voilà, je pense que cet atelier du 1er juillet sera le dernier avant la période estivale. Ensuite, on se retrouvera à partir de septembre. Et d'ailleurs, si vous avez envie qu'on aborde des sujets à partir de septembre, des problématiques que vous avez, des sujets que vous souhaitez approfondir, avoir notre regard d'expert, n'hésitez pas à nous partager les sujets sur le Slack ou en direct à Léa. Comme ça, on pourra les planifier et les traiter. Ce sera avec grand plaisir. Complètement. On se voit le 2 juillet pour faire le programme. Donc, vous avez jusqu'au 2 juillet pour nous dire. J'y réfléchis moi un petit peu. Tout ce qui est contrôle, par exemple, on en avait fait en début d'année et il avait bien plu. Donc, je pense que ça peut être très intéressant. Et j'ai pensé aussi à un sujet sur un peu toutes les preuves de suivi, tous les documents à conserver, des choses comme ça. Ouais, super idée. Si ça vous laisse à réfléchir ou vous voulez rebondir sur ces idées, n'hésitez pas. Écoutez, on vous souhaite... Ah top l'épreuve, je note alors. Voilà. Du jeu. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne journée et puis un bon week-end. Et à très bientôt.